Troisième et dernière partie de cet entretien enregistré avec Joseph Dato dans les locaux du MACOP, l'association. D'ailleurs, tu peux rapidement présenter le MACOP en quelques mots avant qu'on termine. Qui est fusionné avec MACOP, qui est fusionné avec AMEL, donc il y a depuis 2 semaines, c'est une seule association, qui est une association de formation à l'action humanitaire à l'international, et qui est aussi AMEL France, une association qui travaille en particulier en Grèce et au Liban, auprès de populations réfugiées, migrantes en Grèce et sur les îles Samos, et puis au Liban, à Beyrouth, avec toute la situation calamiteuse qui tombe sur les épaules des Libanais depuis maintenant très longtemps. Voilà. Voilà. Et tu donnes des cours à la fac pour la préparation au départ humanitaire, à master. Pas uniquement, mais aussi, oui. Très bien. Exactement. Ok, j'invite tes étudiants, c'est toujours merci, un régal de te faire parler parce que. leur demander à eux ce qu'ils en pensent. Ok, bon. Alors, écoute, on va repartir directement sur la saveur de l'Ecclésio dans ces très belles traductions dont tu nous as parlé. Le chapitre 21 de cet ouvrage qui s'intitule Le tunnel au pigeon, et le chapitre c'est Chez les Ingouches. Alors c'est pas l'Ecclésio, c'est le carré, c'est pas le même style, mais l'Ecclésio c'est bien aussi. Ouais. Alors dans ce livre qui est sous-titré Histoire avec un S de ma vie, j'ai bien aimé, parce que je le disais tout à l'heure, le chapitre, enfin tous les chapitres sont bien, mais celui-ci me parle parce que j'ai bien sillonné l'Ingouchie et la Tchétchénie, etc. Donc, ça existe l'Ingouchie, excuse-moi, parce qu'on oui, c'est une république. Oui, tout à fait, une république a un président, un gouvernement, un parlement. Dans la Russie, très compliquée dans son architecture institutionnelle, il y a plusieurs types de sujets. Dans les sujets, il y a 21 républiques. Les Tchouktches, la Mordovie, la République des Tchouvatches, la République du Tatarstan, la Tchétchénie, les Adigés, le Daghestan, etc. Donc l'Ingouchie, c'est une minuscule république, peuplée d'environ 600 000 personnes, frontalière coincée entre l'Ossétie du nord et la Tchétchénie. Et le nord, c'est le territoire cosaque. Stavropol, Rostov, etc. C'est des Cosaques. Ok. Et là, c'est des musulmans, donc Ingouche, c'est le peuple musulman, seul peuple musulman exclusivement avec les Tchétchènes. Tout le reste des peuples autour, des ethnies autour, sont orthodoxes, voire un peu des minorités juives, mais orthodoxes ou catholiques, mais en tout cas pas musulmans, quoi. Voilà, donc c'est une sorte d'îlot de musulmans à l'intérieur d'une mosaïque sud de la Russie, frontière de la Géorgie, orthodoxe. Très bien. Donc je voulais lire quelques lignes de ce chapitre Chez les Ingouches, parce que vraiment on reconnaît tout de suite la patte de la plume et l'humour de Le Carré, en même temps le fond. Donc je cite: « Je m'intéressais aux Ingouches en partie parce que, comme l'avait dit Kostoyev à juste titre, personne en Occident ne semblait en avoir entendu parler. Mon agent littéraire américain me demanda même si je les avais inventés pour mon roman, mais surtout parce que, au cours de mes voyages, je m'étais pris de passion pour le destin des nations assujetties après la fin de la guerre froide. Ce fut la même curiosité qui m'emmena à des époques variées au Kenya, au Congo, à Hong Kong ou au Panama. Au début des années 90, l'avenir des républiques musulmanes du Nord-Caucase était encore dans la balance. Les sphères d'intérêt de la guerre froide allaient-elles perdurer? Maintenant que les Russes étaient libérés des chaînes du bolchevisme, leur dépendance du Sud allait-elle peut-être vouloir se libérer de la Russie? Et si cela devait être le cas, leur guerre séculaire avec l'URSS allait-elle reprendre? Nous le savons aujourd'hui, la réponse est oui, et à un coût terrible. Mais au moment de ma conversation avec Kostoyev, les républiques d'Asie centrale réclamaient leur indépendance à corps et à cri, et personne ne semblait prévoir, ou si c'était le cas, sans soucier, que le prix de la répression serait peut-être la radicalisation de millions de musulmans modérés. Donc on voit là, je sors du texte et je commente, on voit là déjà la préoccupation, la sensibilité de Le Carré, comme il vient de le dire, sur le sort du petit peuple, ce qu'on appelle les petits peuples. J'avais décidé de situer mon nouveau roman en Tchétchénie, mais ma rencontre avec Kostoyev me fit plutôt choisir la cause des Ingouches voisins, dont on avait confisqué le petit pays pendant leur déportation. De retour en Cornouailles, je m'attelai à la préparation de notre voyage. Je déposai une demande de visa que j'obtins grâce au soutien de Kostoyev. Dans la boutique de sport de Penzance, j'achetai un sac à dos et, croyez-le ou non, une banane. J'essayais aussi de me remettre un peu en forme pour ne pas me ridiculiser dans les plus hautes montagnes d'Europe.
je contactais des universitaires britanniques spécialistes des communautés musulmanes de Russie et je découvris, comme toujours quand on se met à creuser un peu, qu'il existait un réseau international de chercheurs passionnés qui ne vivaient que pour le Nord-Caucase. J'en devins un membre très novice et temporaire. Je cultivais les Tchétchènes et les Ingouches, expatriés en Europe, et je les questionnais sans relâche. Voilà, fin de l'extrait, mais ça en dit long sur la démarche du personnage, sur son appétit, sur la connaissance, sur la démarche rigoureuse d'ancien universitaire qu'il est. Tout à fait. Formé des universités d'élite. Élite, absolument, Eton, Oxford, enseignant qui parle parfaitement l'allemand, probablement le russe, on n'a jamais su s'il parlait le russe ou si, c'est pas clair, mais probablement que si. Francophone, enfin bref, un esprit aiguisé, et la démarche du curieux, du novice, modeste mais du curieux, elle est dans ses lignes. Oui, une démarche participative. Absolument. C'est de comprendre. C'est pas un entomologiste quand il parle là-bas. Tout à fait. Il s'entoure d'avis, il croise, il creuse, mais il a ce qu'on appelle les signes d'appel. Il le raconte très bien dans ce court extrait de ce livre qu'il faut absolument lire. C'est un faux testament, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on pense, à tort, je me suis trompé comme des millions de gens. J'ai un collègue, un ami à l'université qui est un angliciste, c'est un franco-écossais, qui est passionné par le carré, passionné. D'ailleurs, on se disait qu'on pourrait faire une partie à 3 ou 4 sur une conférence. La question de le carré. Et pourquoi je disais ça sur le TISO par rapport au fait qu'il y a une démarche empathique aussi et participative, et qu'on sent le respect. Absolument. Le respect des peuples victimes souvent des enjeux qui les dépassent, des gens qui veulent juste vivre. Oui, exactement. De resituer bien dans le contexte. Mais ce que je disais sur son œuvre, c'est qu'on croit dans ce livre, que je recommande vraiment, mais tous, et celui-ci est intéressant parce qu'on pense que c'est le dernier. Et on se trompe. On croit que c'est son livre testament, qu'il a 87 ans, 86 ans, il est fatigué, il va arrêter. Et non, comme il y a encore 2 autres livres, et je le répète, je crois que je l'ai déjà dit dans l'émission, mais c'est ça la bonne surprise, c'est qu'on pense qu'avec le carré c'est fini, et sans tambour ni trompette, sort un livre majestueux, qui est le prolongement du précédent, etc. C'est jamais fini. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui ne croit ni dans la démocratie capitaliste, qui est une société étrange dans tous les sens du terme, de la société du Grand Moyen-Orient, ni dans le bolchevisme, ni dans le narcocapitalisme. Finalement, il n'apporte pas vraiment de solution dans ses livres, mais ce sont des livres qui apaisent, tu dis. Oui. Je trouve qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de juste dans ce qu'il écrit. De juste du point de vue de l'exactitude, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un narratif qui est absolument incroyable, mais c'est pas des histoires de mythomanes, c'est pas des histoires truquées, c'est des histoires qui sonnent vraies, des histoires humaines qui sonnent vraies. C'était pour de vrai à Hambourg, c'était pour de vrai en Ingouchie, c'était pour de vrai à Hong Kong, c'est pour de vrai au Congo. Quand il va à Panama, traiter la question des mafieux dans le tailleur de Panama, ça sent le vécu, si je peux dire, parce qu'il est immergé. Et il est apaisant parce que au final, c'est pas si grave, les choses s'arrangent. Et finalement, le personnage prend un thé et mange un petit gâteau en lait. Ça, on peut dire que c'est un happy end qui est un peu une illusion, parce que souvent il y a des drames humanitaires terribles et ça s'arrange pas du tout. Tout à fait, mais il continue son bonhomme de chemin. C'est apaisant parce qu'il remet l'ouvrage sur le métier sans arrêt. Et puis ça, c'est bien. Et puis, il met les gens à leur juste place, il dit leur 4 vérités aux personnes, c'est-à-dire quelque part, il rend justice à l'humanité, en démasquant des choses, sans lui-même être pris dans ce tourbillon-là avec cette distance de l'anglais typique, le flegme, mais qui n'empêche pas d'avoir beaucoup d'humanité. Donc ça, c'est une des fonctions de la littérature, de rendre justice à la vérité. Il y a quelque chose qui juge finalement le réel sans forcément le transformer, mais en disant où sont les bons, où sont les méchants, et que finalement les méchants sont dans tout à fait, je dirais pas qu'il rend hommage à la fonction d'espion. Non. Mais il la pose là où elle est. Parce que c'est le narratif qui est très fort. C'est-à-dire, c'est toujours des histoires d'espions. Et c'est toujours plus ou moins autobiographique. Alors, est-ce que l'espion fait la personne fait l'espion? C'est une fausse question, mais en tout cas, c'est plein d'humanité. On n'est pas dans l'héroïsme. On est dans quelque chose de parfois
glauque, sale, manipulé, etc., mais tellement humain. Alors ça, je fais un peu l'apologie de son œuvre, mais je la revendique, cette apologie, parce que c'est une belle œuvre, puissante, il y a du souffle. Et juste parce que il est habité par le sentiment de justice, quand il parle des petits peuples, quand il parle de la pourriture politique engendrée par les puissants, quand il parle des dégâts et des désastres humains causés par des politiques folles, etc. Alors, est-ce qu'il pose des problèmes à des décideurs politiques ou est-ce qu'il leur rend service? J'en sais rien. En tout cas, il continue droit comme un i dans sa posture, quoi. C'est une posture que je trouve noble. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Joseph. Merci, avec plaisir. On va s'arrêter là. Donc on a suffisamment recommandé ce livre. Et tous, hein. Voilà. Et les films. Décrypter, voilà, les films. Donc on a cité The Constant Gardener. Oui, The Night Manager, qui est La Maison Russie. Le directeur de nuit, The Night Manager, une série de 4 épisodes. Et puis The Little Drummer Girl, en 2018 aussi, une série filmée par le grand cinéaste sud-coréen, Park Chan-wook, qui a fait une très très belle série, The Little Drummer Girl, la petite fille au tambour, plus les 10 films. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Donc le tunnel au pigeon, en ces temps de second confinement, eh bien, tirons-en les conséquences. Oui, merci Joseph. Disons le carré. Merci François. À bientôt. Et merci à Hervé et aux stagiaires du MACOP pour la technique.